Hello, everyone. Thank you for joining today's webinar. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Nous attendons toujours que certains collègues nous rejoignent, dans tous les cas pour ceux qui sont déjà là. Merci d'être présents. Hello, everyone. Thank you for joining today's webinar. We are seeing more. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. On voit qu'il y a de plus en plus de participants qui sont en train de se connecter. Nous en attendons encore certains. Donc j'en appelle à votre patience. Dans quelques instants, nous allons débuter. Good afternoon, good morning, and good evening to Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes, en particulier ceux qui sont connectés de loin, tard ou tôt. Bienvenue à ce webinaire de l'OMS EpiWen sur l'utilité de la génomique des pathogènes, l'accent étant mis sur la tuberculose. Il s'agit là d'un travail du réseau d'information de l'OMS sur les épidémies par rapport au réseau international de surveillance des agents pathogènes. Nous voulons faire en sorte d'avoir une vision concrète fondée sur des bases factuelles pour renforcer notre préparation et nos capacités de riposte. Aujourd'hui, nous avons un excellent groupe d'experts qui vont débattre de l'utilité de la génomique des agents pathogènes en mettant donc l'accent sur la tuberculose. Je suis Lester, c'est moi qui vais être l'hôte aujourd'hui. Alors, un bref tour d'horizon. Vous pouvez trouver le nom de nos intervenants d'aujourd'hui en ligne. Nous allons tout d'abord avoir Tim Dalman de la plateforme des agents pathogènes qui va prononcer le propos liminaire. Ensuite, nous aurons Patricia Howell Edison, médecin au Programme mondial de la tuberculose à l'OMS. Elle va nous parler de la prévention, du diagnostic, traitement, de la prise en charge et de l'innovation. Ensuite, nous allons entendre deux expériences de pays par rapport aux recherches et la mise en œuvre, ainsi que d'autres expériences. Tout d'abord, Dr Anita Suresh, directrice adjointe de la génomique et du séquençage à FIND. Ensuite, nous entendrons le Dr Shahid Vali Omar de l'Institut national sur les maladies transmissibles en Afrique du Sud. Toutes deux vont nous parler des médicaments de deuxième intention pour la tuberculose pharmacorésistante. Ensuite, nous allons voir ce qu'il en est pour le séquençage, la surveillance et la gestion. Ensuite, il y aura la partie questions-réponses, ce qui sera modéré par l'équipe, avec Greg Armstrong de l'équipe spéciale sur la santé mondiale, Katson Murira, qui se charge de la recherche clinique et des essais à la Program Science for Africa Foundation. Ensuite, Josefina Campos, chef d'unité
qui s'occupe des plateformes de renseignement sur les agents pathogènes émergents. Donc un programme bien chargé aujourd'hui, mais avant de débuter, quelques questions logistiques, quelques rappels. Alors ce webinaire, il est diffusé en direct sur la page YouTube de l'EpiWin. Vous pourrez le consulter ainsi, c'est enregistré. Et cet enregistrement, vous pourrez le consulter depuis notre page web. L'adresse de la page web apparaîtra dans le chat. Nous vous invitons tous et toutes à bien vouloir indiquer votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et son emplacement lorsque vous intervenez. Nous aimerions donc savoir où vous vous trouvez. Vous avez de l'interprétation en espagnol, en français. Cette interprétation, vous pouvez y accéder depuis la partie basse de Zoom. Si vous avez donc besoin d'écouter en espagnol ou en français. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans la boîte de dialogue Q&A, questions-réponses, mais plutôt pas dans le chat pour qu'on ait un suivi assez rapide. Dans vos observations, restez en lien avec notre sujet. Évitez d'être offensant lorsque vous intervenez. Si vous décidiez néanmoins d'aller dans ce sens, vous seriez retiré de ce webinaire. Voilà, débutons et entendons le docteur Tim Dalman, s'il vous plaît. Docteur Tim, s'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son n'est pas optimale. Nous ferons notre mieux. Ce réseau rassemble différents acteurs. Dans le cadre du programme sur les situations d'urgence, nous visons au renforcement des capacités dans le séquençage et la génomique. Notre objectif est d'avoir un réseau de soutien mutuel pour renforcer les capacités dans le domaine de la génomique, pour renforcer l'accès sur un pied d'égalité. Pour soutenir les activités de renforcement des capacités, cette série de webinaires vise à avoir des débats d'experts sur la façon dont on gère les situations dans le monde réel. Cela permet d'éclairer les prises de décision politiques. Ce webinaire aujourd'hui va mettre en exergue l'utilité des génomiques dans la surveillance de la tuberculose. C'est en effet cette maladie qui est l'agent infectieux le plus meurtrier au monde. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les perspectives actuelles et futures de l'applicabilité de la génomique dans différents contextes par rapport à la surveillance des agents pathogènes émergents. Nous allons voir des sujets importants tels que les éléments nouveaux, les modèles d'application et le partage d'informations. À présent, j'aimerais vous présenter notre première intervenante, Dr Patricia Hall Edison, qui est chef d'équipe sur la tuberculose à l'unité sur la recherche, la mise en œuvre. Elle a plus de 20 ans d'expérience. Elle travaille dans le renforcement des capacités dans les laboratoires et les orientations par rapport au diagnostic et dépistage de la tuberculose. Elle avance pour renforcer l'application des nouvelles méthodes. La qualité du son est vraiment insuffisante pour l'interprétation. Nous faisons notre mieux, mais il est très difficile de comprendre l'orateur. Patricia, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de réaliser cette intervention aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc c'est un plaisir pour moi que de vous présenter le point de vue de l'OMS, ainsi que nos ressources sur le séquençage de la tuberculose pharmacorésistante. Ceux qui connaissent peut-être moins ce sujet, eh bien sachez que la tuberculose, c'est une maladie à vecteur aérien causée par une bactérie, Mycobacterium tuberculosis. Lorsque l'on inspire ainsi de petites gouttelettes respiratoires contenant cette bactérie, il y a une infection primaire qui se place dans les poumons, et ceci
peut mener à des patients qui vivent quand même une vie saine, mais dans 5 à 10% des cas, il y a une évolution non contrôlée d'une tuberculose pharmacorésistante et à ce moment-là, on commence à rencontrer des symptômes et on devient à ce moment-là contagieux pour les autres et bien souvent à ce moment-là, c'est là que les personnes passent à une phase de dépistage pour voir s'ils ont la tuberculose et tous ceux qui sont testés positifs devraient avoir accès à des outils diagnostiques supplémentaires et on devrait voir à ce moment-là si la tuberculose est pharmacorésistante ou non. Ensuite, les résultats permettent d'orienter pour voir quel est le régime médicamenteux qui va être utilisé. Lorsqu'on utilise un régime multi-médicamenteux, on vise à éviter la pharmacosensibilité et les différents mécanismes d'action peuvent permettre de réduire la durée du traitement qui généralement est assez longue. Malgré nos connaissances de la maladie, le nombre d'outils qui sont à notre disposition et dans le dernier rapport, on a estimé qu'environ un quart de la population mondiale avait été infectée par la tuberculose. En 2023, on estimait à 10,8 millions le nombre d'incidents de nouveaux cas et 1,25 million de décès, ce qui fait de la tuberculose la cause principale de décès causés par des maladies infectieuses dans le monde. 1,5 million des cas étaient pharmacorésistants. Hélas, cela n'a été diagnostiqué que dans moins de 50% des cas, avec une notification qui a été faite à l'OMS par les États membres. Nous le voyons, il continue à y avoir des lacunes dans l'accès des patients à des services de tests de pharmacosensibilité. Seuls 79% des personnes pour lesquelles un test avait confirmé que la tuberculose était présente ont fait l'objet d'un test pour la résistance à la rifampicine. 55% étaient testés pour la résistance à la fluoroquinolone. Et on voit généralement des taux très faibles de tests de pharmacosensibilité par rapport aux nouveaux médicaments contre la tuberculose. Il y a des avancées dans les traitements avec des durées plus courtes de traitement et ce qui est plus tolérable également par les patients. Ceci a été renforcé et publié dans le cadre des lignes directrices de l'OMS sur la tuberculose. Vous avez notamment ce tableau. On voit le type de maladie que peut rencontrer une personne. C'est cela qui oriente les médicaments qui vont être utilisés, le traitement médicamenteux. Ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que dans la partie supérieure, nombre des combinaisons de médicaments sont partagées ou similaires, mais dans la partie inférieure du tableau, vous avez de nouveaux médicaments ou des médicaments qui ont été réorientés pour lutter contre la tuberculose. Cela représente une vaste palette d'antibiotiques pour lesquels il peut y avoir des tests qui sont réalisés. Ça peut être difficile d'avoir accès à ces tests pour avoir une précision dans la détection des pharmacorésistances. À l'OMS, nous voyons également un panorama de plus en plus vaste quant à l'utilisation des tests de diagnostic pour tester la pharmacorésistance. Actuellement, nous avons différentes classes de diagnostic, des produits en fait qui partagent des caractéristiques, des critères pour tester les résistances dans une palette de médicaments qui sont utilisés pour lutter contre la maladie. Par exemple, dans la zone gray, on a les tests à faible complexité automatisés à amplification de l'acide nucléique avec une faible résistance, mais néanmoins une résistance à certains médicaments de première intention, avec un délai pour les résultats qui va de 2 à 8 heures. Ensuite, on voit des tests qui sont plus longs, en utilisant les tests de pharmacosensibilité qui sont basés sur des cultures solides ou liquides, des séquençages génomiques complets ou des séquençages de nouvelles générations. Mais là, il faut du temps et parfois les patients ont déjà commencé à être traités précédemment. Et donc, on a désormais de nouvelles possibilités qui existent pour avoir un séquençage ciblé. On partage en fait des résultats qui sont presque aussi exhaustifs, mais avec des périodes qui sont plus courtes pour obtenir les résultats. On voit par exemple pour le séquençage génomique complet 3 semaines et pour les séquençages de nouvelle génération,
on peut avoir des résultats en 1 à 2 journées. Ceci pourra être étendu à plus grande échelle au fur et à mesure que l'on aura davantage d'informations par rapport aux médicaments qui viennent d'être recommandés pour lutter contre la tuberculose. Quand on regarde l'historique et les orientations que l'on a eues sur le séquençage de la tuberculose pharmacorésistante, en fait, on a commencé en 2018 avec la publication d'un guide technique mettant en exergue les nouvelles technologies ainsi qu'un manuel technique qui mettait à jour les concentrations par rapport aux culture. En 2021, l'OMS a publié la première recommandation pour l'utilisation des séquençages de nouvelle génération pour la surveillance de la tuberculose pharmacorésistance, ainsi que le premier catalogue de mutations normalisées par rapport au Mycobacterium tuberculosis et la pharmacorésistance. On a vu dans ce cadre les nouvelles technologies qui ont été indiquées, les interprétations normalisées lorsqu'on détecte une mutation pour voir si ceci est associé ou non à une résistance et quel est le niveau de confiance. Ensuite, en 2022, c'est là qu'on a l'introduction de nouveaux traitements médicamenteux contre la tuberculose pharmacorésistante avec un ensemble de tests qui sont présentés pour tester la résistance. L'année suivante, nous avons publié la deuxième mouture du catalogue de mutations en développant le nombre de souches, les zones géographiques. Nous avons donc développé le catalogue. Il y a également eu des données fournies sur la détection par rapport au traitement médicamenteux contre la tuberculose pharmacorésistante. C'est là qu'on a publié également les recommandations pour l'utilisation de séquençage de nouvelles générations ciblées pour la prise en charge des patients, ainsi qu'un manuel de mise en œuvre spécifique par rapport à la tuberculose pharmacorésistante. Plus récemment, en 2024 et 2025, cette année, justement, donc nous avons publié de nouvelles orientations consolidées sur le diagnostic et le dépistage de la tuberculose en rassemblant toutes nos recommandations par rapport à l'infection, le diagnostic et le testage de pharmacosensibilité de la tuberculose, ainsi que des informations actualisées par rapport à ce qui a permis d'obtenir de meilleurs résultats dans l'utilisation des médicaments, et cela a été évalué cette année en janvier. As a collaborative document. Il y a des documents collaboratifs qui accompagnent ces guides directives également. Nous avons publié donc le manuel opérationnel de l'OMS qui prend en compte les principaux aspects et les options pour les programmes en matière de mise en œuvre, et ça inclut les algorithmes de diagnostic sur la manière d'utiliser les résultats qui ressortent du séquençage pour la gestion des patients. On regarde notamment ce qu'il advient, le type de décision ou d'action qui doivent s'en suivre, s'il y a des différences entre les résultats donc, du séquençage de nouvelle génération et les autres méthodes. Je vais mettre en lumière ici le fait que dans la phase initiale de publication donc, de manuels par l'OMS, on s'est concentré sur la surveillance de la tuberculose résistante aux médicaments, ce qui permettait notamment d'avoir plusieurs contextes de résistance pour remplir les capacités, notamment pour le SNG, donc séquençage de nouvelle génération. On a pu affiner ainsi les programmes pour la détection de tuberculose résistante aux médicaments qui pouvaient bénéficier d'informations supplémentaires. Donc, on a pu utiliser ça pour la prise en charge clinique, notamment des patients. On l'a fait notamment en Afrique du Sud. En 2024, on avait vu qu'il y avait eu 21 enquêtes périodiques qui ont été organisées dans les différentes phases de mise en œuvre. 14, donc 74% enquêtes, notamment sur la résistance aux médicaments, ont été utilisées pour la planification d'utilisation, notamment du recours au séquençage de nouvelle génération. Et sur la même année, donc, il y a 22 sur 24 laboratoires de référence qui avaient capacité de SNG, séquençage de nouvelle génération notamment, ou pour les objectifs de tests cliniques, entre autres. Donc Anita va intervenir après moi et vous en dire davantage par rapport au catalogue, au développement du catalogue de mutations et le rôle essentiel que ceci joue pour faire en sorte d'avoir une interprétation normalisée des ressources communes, notamment pour en apprendre davantage par rapport à la science sur la durée et la technologie qui évolue. Ici, nous avons un portail de séquençage de la tuberculose de l'OMS et vous pouvez regarder ici pour voir la répartition géographique, notamment les profils du génomique, notamment génotypique. Et puis vous pouvez voir les échantillons de données également et vous pouvez partager notamment les données de tests
tout ceci sera pris en compte dans le prochain catalogue qui sera publié l'année prochaine. Je voulais juste également revenir sur certains éléments clés des recommandations pour l'utilisation clinique. Lorsqu'on parle d'utilisation clinique, donc du SNG, pour cette tuberculose résistante aux médicaments, on fait référence notamment à l'utilisation donc de l'échantillage clinique et on finit par un rapport d'utilisateur final. Donc c'est une procédure complète. Et dans cette analyse, ce rapport, ça s'appuie sur l'interprétation du catalogue de mutations. Nous avons 3 kits qui sont recommandés au niveau de la procédure. Anita vous en dira plus. Donc c'est un bon rapport coût-efficacité en fonction du contexte. Et on constate également qu'ils sont précis notamment dans les pays qui ont une tuberculose confirmée au niveau bactériologique, notamment au niveau des cas pulmonaires. Et c'est maintenant, où allons-nous par rapport à cela? C'est ma dernière diapositive. Je voudrais juste dire que nous avançons avec les recommandations et directives de l'OMS pour le test de résistance élargie, notamment avec de nouvelles recommandations telles que le catalogue des mutations actualisé. On a un manuel également pour une utilisation clinique. On augmente la connaissance globale avec un cours en ligne sur l'Académie OMS qui sera disponible cette année. Et puis, on fait des tests basés sur des éléments factuels en actualisant les solutions notamment recommandées par l'OMS. Nous anticipons également une augmentation du séquençage, notamment pour orienter la gestion clinique de la tuberculose résistante aux médicaments. On va faire un partage d'expérience sur les obstacles qu'on a connus dans les différents pays et on va voir énormément les modèles de prestation de services qui traitent notamment les considérations de biosécurité spécifiques à la tuberculose. Enfin, il y a des négociations pour notamment la fixation des prix, des réagents notamment pour la tuberculose résistante aux médicaments. On va voir comment coordonner les approches en matière de passation de marché, notamment pour les instruments et autres éléments utiles. Merci. Thank you, Patricia, for that. Excellent. Merci beaucoup pour cette présentation avec notamment ce calendrier pour le séquençage de prochaine génération. Donc on voit vraiment que cette technologie arrive peu à peu à maturité. Et maintenant, je vais donner la parole à notre prochaine intervenante. Donc, Anita, directrice notamment adjointe des génomiques séquençage, notamment au niveau de FIND. Qualité du son de l'intervenant est très mauvaise, précise l'interprète. Il est recommandé d'utiliser un micro de table USB. Il a 25 ans d'expérience dans ce domaine du diagnostic, évaluation de la technologie, études cliniques, recherche et développement et politique publique. Anita. Thank you very much, Tim, and thank you to the organizers for having me. Merci beaucoup, Tim. Je suis ravi d'être invité, d'intervenir après Patricia, parce qu'elle a fait une bonne présentation et nos 2 présentations combinées seront intéressantes. Donc, je vais pouvoir m'appuyer sur les éléments partagés par Patricia. Vous avez déjà entendu parler de l'évolution donc de la génomique pour le diagnostic de la tuberculose résistante aux médicaments. Maintenant, on va voir un peu plus loin. Alors, on va aller plus loin dans les aspects cliniques notamment. On va voir les éléments factuels requis pour faire cela, pour arriver à l'aspect politique. Bon, au niveau des données, bon, on est un peu effaré de l'ampleur, sachant que c'est une maladie qui reste totalement traitable et donc on regrette un grand nombre de décès néanmoins chaque année. Donc il y a maintenant de nouveaux médicaments qui sont disponibles pour la tuberculose, donc il faut rapidement mettre les personnes sur le bon traitement.
Il faut préserver l'efficacité également des nouveaux médicaments tout en protégeant le plus grand nombre de personnes atteintes par la tuberculose qui peuvent réagir à ce traitement. Donc on peut recourir à cette utilisation plus traditionnelle et c'est ce qu'on veut pouvoir faire, c'est-à-dire avoir un diagnostic qui s'accompagne du bon traitement. Donc, le diagnostic basé sur le séquençage de nouvelle génération, je vais vous en parler maintenant. On a commencé ce travail il y a 7 ans. On a déjà décrit la plupart des éléments. Mais on a commencé par la culture de la tuberculose, culture solide. Ça prend 6 à 9 semaines. Bon, ça c'était à l'époque, au début de la recherche. Et ensuite, il faut voir comment utiliser les dernières innovations pour que ça bénéficie à la santé publique. Donc, maintenant, on a le séquençage de l'ensemble du génome et il faut la culture. Mais ensuite, ça prend 2 à 3 semaines. Le problème, c'est que c'est trop large. C'est pourquoi il faut avoir suffisamment d'ADN de tuberculose pour pouvoir faire le séquençage. C'est pourquoi le séquençage ciblé présente un avantage. Donc on est toujours complet. Parce qu'on sait quelles sont les cibles spécifiques pour la tuberculose. Donc on n'a pas besoin de l'ensemble du séquençage du génome. Et l'objectif, c'est d'aller vite pour débuter le bon traitement. Donc au niveau... Je vais parcourir rapidement les éléments de séquençage et du traitement. Et ce qu'on essaye de faire avec Fine, notamment comme on a commencé en 2019 avec Second Sheet, donc on a Patricia parlé du manuel technique, avec les cibles de séquençage notamment, pour la tuberculose résistante aux médicaments, ça c'était la base. Ensuite, on s'est appuyé sur des bases de données à grande échelle qui existaient, qui prenaient notamment le génotype, phénotype notamment, pour voir comment ces mutations étaient associées à ce type de résistance aux médicaments. Donc on a essayé d'avoir les ensembles de données les plus grands possibles. Cependant, il fallait ensuite voir qu'est-ce que ça nous raconte. Quelle est la liste des mutations véritablement importantes qui conduit à la résistance et qui permet d'avoir les bonnes actions à mener au point de vue clinique pour donner aux patients le bon traitement dès le départ. Tout d'abord, donc on a rassemblé l'évidence analytique de ce qui est fait au laboratoire. Autre phase, bien sûr, c'est l'évaluation clinique. C'est la phase 2 sur le terrain auprès des patients. En parallèle, il y a tout cet aspect de la description donc de cette base de connaissances, c'est-à-dire quelle est cette base de connaissances requise pour pouvoir s'appuyer sur là et afin qu'on puisse dire avec assurance qu'on va pouvoir vous dire quels sont les pathogènes résistants aux médicaments dans l'échantillon. Tout ceci permettrait ensuite d'éclairer donc les politiques prises au niveau de l'OMS. S'agissant du séquençage, on ne veut pas juste dire voilà les éléments factuels, allez-y, allez de l'avant. Non, ce sont des technologies complexes. Donc c'est pourquoi il faut regarder les différents angles de mise en œuvre. C'est pourquoi je suis ravi que nous ayons Shahid également, qui va pouvoir nous en dire davantage également. Par rapport à l'évaluation clinique en tant que telle, donc il y a la validation analytique interne, des solutions de séquençage de nouvelle génération qui ont démontré leur reproductibilité notamment.
et qui permettent notamment d'avoir une identification précise du séquençage de nouvelle génération. Et la phase 2, ensuite, c'est soit transversal. Les études de pression du diagnostic, notamment, ont été faites dans 3 pays. C'était en Inde, Géorgie et Afrique du Sud, avec une population également pour les essais de patients dont la tuberculose pulmonaire a été confirmée et dont il a été prouvé qu'elle a été résistante aux médicaments. Ensuite, on a regardé également la résistance à 13 types, notamment, de médicaments anti-tuberculose. L'objectif, c'était d'avoir des éléments de réponse pour voir quelles étaient les spécificités de chacun de ces médicaments. Donc, il y a eu des produits évalués, notamment Genoscreen et ensuite ONT-TLGS. Donc, ce sont des axes de travail similaires, mais les produits, bien sûr, utilisés sont différents, avec extraction de l'ADN, amplification de la cible, préparation des recherches, échantillonnage, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, car vous pouvez consulter la publication en ligne qui revient sur les résultats de cette évaluation, sur le séquençage de nouvelle génération. Et vous verrez les résultats dans le manuel d'orientation de l'OMS qui reprend tous les éléments factuels. Mais on a parlé notamment de cette étude plus précisément parce que c'est celle qui contenait le plus grand nombre de données. I'll skip these. Alors, ça, on a passé le temps pour les voir, mais bon, ce sont des résultats que vous pouvez consulter. On voit des résultats qui varient suivant les 2 solutions, ça on pouvait s'y attendre. Le résultat, vraiment, ça a été une orientation. Les bases factuelles ont servi à établir une orientation. Il y avait plusieurs solutions qui ont été proposées. Donc, en fait, toute la base factuelle nous permet de voir qu'on a une nouvelle classe de technologie. On veut voir autant de produits disponibles que possible. Avec du séquençage, on ne s'attend pas forcément à avoir des centaines d'acteurs, comme ça peut être le cas avec la Covid, mais on veut dans tous les cas avoir plus qu'une entreprise qui réalise les tests. Donc c'était encourageant de voir qu'il y a toujours des entreprises qui travaillent sur ce sujet, ce qui est très important pour accroître la disponibilité aux produits de par le monde et ce sur un pied de plus en plus égal. Alors, il y a encore bien des progrès à accomplir. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de travail à abattre au cours des prochaines années et j'espère que nombre d'entre vous sera à mes côtés pour ce faire. Alors, certaines des difficultés, nous les avons déjà mentionnées. En fait, est-ce qu'on peut accélérer en fait les processus, faire en sorte qu'ils soient moins complexes? Il y a des efforts qui vont dans ce sens, notamment donc pour répondre à certaines des difficultés qui étaient à l'écran. Traduction des mutations. Alors, je vous ai parlé du catalogue des mutations. Le fait est que d'après le séquençage, en l'occurrence le TNGS, le séquençage de nouvelle génération ciblé, nous permet de voir certaines des résistances grâce à une interprétation clinique. Au fil des décennies, nous avons accumulé différentes sources de données, des études, des données de surveillance. Tout cela a alimenté en fait cette base de connaissances pour voir quelles sont ces mutations. Et on voit également quelles sont les mutations associées aux différentes résistances phénotypiques et génotypiques.
Donc d'un côté, on a ce que l'on voit en physique et ensuite on a les essais cliniques. Alors, vous le savez, toutes les mutations ne sont pas forcément source de résistance, par chance. Et pour les mutations les plus importantes, qui sont source de résistance, là, il faut vraiment s'attaquer à la tâche. Ce qui est important, c'est d'avoir une interprétation correcte dès le départ. Et voilà pourquoi nous avons établi ce catalogue de mutations. Donc, une explication en fait que je vous donne maintenant par rapport à cet outil qui est vraiment fondateur. Nous en sommes déjà à la version numéro 3 de ce catalogue. Ce catalogue, vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre en fait, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure qu'on a plus de connaissances et hélas au fur et à mesure que les pharmacorésistances émergent. Donc il faut veiller à ce que l'on ait des outils de diagnostic qui évoluent aussi vite que les résistances émergentes pour pouvoir détecter ces résistances le plus rapidement possible et faire en sorte que les personnes soient traitées le plus rapidement possible et avec de bons traitements. Les différences dans ce nouveau catalogue, alors je vous le disais, on a eu un accroissement au fur et à mesure des moutures de la couverture géographique et une base de connaissances qui a vraiment été élargie. Sachez dans tous les cas que Mediapositive, vous pourrez les consulter, vous y aurez accès. Les différents pays nous ont d'ailleurs contactés pour voir ce que l'on pouvait faire pour combler les lacunes existantes. Pour certains pays, vous verrez que vos données ne sont peut-être pas encore reflétées. À ce moment-là, vous devrez certainement veiller à ce que les données qui sont manquantes par rapport à votre pays soient bien intégrées, donc vous pourrez nous contacter. Alors là, il y a beaucoup de chiffres, ne vous préoccupez pas. Tout ce que je tente de vous dire ici, c'est en fait une explication quant à la nécessité d'établir de nouvelles moutures de ce catalogue. En fait, par rapport aux médicaments qui ont été utilisés, par exemple, au départ, sur un nouveau médicament, on n'a pas beaucoup de données. Certains pays peuvent commencer le pays plus ou moins tôt. Et par exemple, par rapport à un médicament qui était déployé en 2021, on a vu dans certains pays dès le départ qu'il y avait une résistance qui se manifestait. Et donc l'idée en fait, c'est de voir comment réagir suffisamment rapidement pour faire face aux résistances. Donc vous le voyez entre la version 1 et la version 2, on a déjà plus de données. Et par exemple, pour ces deux médicaments, on voit que la sensibilité a été reflétée de façon bien plus précise. Donc, imaginez que ça, ce soit la nouvelle base pour les diagnostics. Si vous veillez à ce que le stochastage soit bien ciblé, il vous permettra de voir en fait plus facilement les résistances. Alors, si vous n'êtes pas un créateur de produits, ce n'est pas forcément pertinent, mais ce serait utile pour contacter ces créateurs de produits pour leur demander d'adapter ce qu'ils réalisent. Le minimum, en fait, c'est de savoir quelle est la situation, quels sont les tests de dépistage qui sont nécessaires pour couvrir les nouvelles mutations. Pour avoir des connaissances qui vont s'accroître, qui vont permettre d'améliorer le dépistage. Ce qui est bien avec le séquençage, c'est que c'est quelque chose que l'on peut passer assez rapidement à plus grande échelle. On peut ajouter de nouvelles régions. Si vous découvrez une mutation à ce moment-là, vous pouvez demander à ce que le séquençage soit plus ciblé puisque vous savez que cette mutation existe, donc vous voulez que l'on se concentre sur cette partie, que ça fasse l'objet d'un rapport, du moins pour que les actions nécessaires puissent être adoptées. Ensuite, les outils. J'aimerais mettre en exergue l'outil sur la fixation des prix génomiques. C'est un élément important. Et comme je vous le disais, outre le catalogue, il y a bien des améliorations qui sont nécessaires.
Pourquoi est-ce qu'il nous faut plus d'automatisation aussi? Est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses soient plus simples, qu'il y ait une extraction automatique? Voilà en fait différents axes de travail actuellement avec le financement de la recherche et des entreprises qui se concentrent là-dessus. Donc voilà, ça vous donne en fait une sorte d'aperçu de ce qui va se concrétiser en termes de surveillance, de mise en œuvre, d'essais cliniques et aussi au niveau des pays. Ce à quoi en fait vous pouvez vous attendre et ce que vous devez prôner si vous voulez que l'on lutte efficacement contre la tuberculose. Voilà, moi, à présent, j'en ai terminé et c'est maintenant Shahid qui va nous donner plus d'informations au niveau ciblé sur le plan géographique. Merci Anita, vraiment des éléments très intéressants. Vous nous avez montré ce qui était nécessaire pour améliorer les connaissances, avoir des catalogues qui sont de plus en plus exhaustifs. À présent, Dr Shahid Wali Omar, scientifique médical en chef qui mène de la recherche sur la tuberculose. Hélas, la qualité du son sape toujours la compréhension de l'orateur. Nous faisons de notre mieux. Cette personne travaille également sur la détermination des pharmacorésistances de l'épidémiologie, l'application de technologies nouvelles à ces fins, sa collaboration avec des institutions internationales est fréquente. Il a contribué à différentes études. System detection and control of the bad blood disease. Over to you, Shahid. Il a travaillé sur le contrôle de la charge de la maladie. Good morning, afternoon, and evening, colleagues, and Chers collègues, bonjour, merci de m'avoir invité à cette présentation. Alors, je vais faire fond sur ce que Patricia a déjà jeté comme base, ce sur quoi déjà Anita a fait fond pour avancer. Je vais vous donner des éléments quant à la façon dont nous avons appliqué les technologies nouvelles. Et en particulier, nous allons voir ce qui a trait à la surveillance par rapport à la tuberculose pharmacorésistante en Afrique du Sud. Alors, quelques éléments de contexte. Tout d'abord, donc nous avons débuté en 2012 en travaillant sur le séquençage de nouvelle génération, NGS, pour la détection de la pharmacorésistance. Ensuite, au niveau du centre pour la tuberculose, nous avons commencé à travailler pour obtenir plus de 2000 génomes qui ont été fournis à l'Alliance OMS sur la tuberculose. En 2014, nous avons rejoint le consortium Cryptic pour nous pencher sur les phénotypes et les associations, pour regarder en fait les marques de résistance associées. En 2015, notre premier document a été publié par rapport aux résultats obtenus et l'utilisation des outils par rapport à la pharmacorésistance et sa détection. Ensuite, nous avons travaillé à une initiative sur plusieurs pays pour voir la surveillance de la prédiction de la pharmacorésistance dans la tuberculose. En 2019, ensuite, nous avons obtenu un financement des CDC des États-Unis, avec le bureau d'Atlanta notamment qui nous a soutenus. Ensuite, nous avons approfondi pour voir quelle était l'utilité et la possibilité d'appliquer ce que nous avions appris dans un contexte d'Afrique du Sud. En 2019, nous avons obtenu le premier catalogue de mutation de l'OMS, du moins sa première mouture donc. Et ensuite, la surveillance sur la pharmacorésistance à la bédaquiline nous a montré qu'il y avait des associations avec les mutations RV0678. Ce qui nous a permis donc d'étayer les informations à la base du catalogue sur les mutations de l'OMS. Alors justement, cette bédaquiline est très importante en Afrique du Sud, puisque ça a été un des médicaments de premières intentions qui ont été adoptés. Et donc, ça fait une dizaine d'années que nous utilisons désormais ce médicament. Il a été donc essentiel d'avoir les informations portant
sur ce médicament. Alors, le réseau maintenant de dépistage de la tuberculose. Alors, nous avons près de 200 laboratoires dans le pays avec différents laboratoires qui réalisent les cultures, dont 6 qui sont spécialisés sur les tests de pharmacosensibilité ciblés. Et dans un cas, nous avons donc le laboratoire de référence national pour répondre aux cas dans lesquels les outils à disposition des laboratoires de plus faible niveau ne sont pas suffisants. Nous travaillons avec ces séquençages de nouvelle génération pour voir comment traiter les patients qui ont une tuberculose pharmacorésistante. Alors, vous le voyez ensuite au niveau géographique. Pour la répartition, il y a une province qui est presque vide, mais en fait, il s'agit là d'une région très aride avec très peu de population. Généralement, au niveau du pays, on a près de 90% en fait, de la population qui est à un rayon de moins de 10 km d'une installation pour pouvoir tester la présence ou non de tuberculose, donc un réseau bien développé. 87%, je crois d'ailleurs, des cas sont à moins de 5 km d'un tel laboratoire. Of next generation technology. Avec les technologies de nouvelle génération, il y avait déjà un article en 2012 qui donnait des informations sur l'impact que ça aurait sur les laboratoires cliniques, notamment à l'avenir. Et le SNG offre davantage qu'une détection de la résistance aux médicaments. Ça peut être utilisé pour l'épidémiologie moléculaire également, parce que les outils traditionnels sont un peu chronophages, c'est un peu laborieux, et ça permet donc ainsi d'optimiser ceci grâce à cette technologie. Et ici, on voit, avant c'était 1 à 3 semaines pour la détection en utilisant la méthode des cultures, et ensuite avec la définition du type, c'était 3 mois supplémentaires. Et maintenant, le séquençage, c'est en 3 semaines, on a nos cultures, et ensuite, un jour ou deux, on peut faire le reste du travail, donc qui prenait 3 mois avant. Donc c'est les conséquences sur un laboratoire de microbiologie, et on commence à réaliser les effets 10 ans après. Donc il y a eu un changement de paradigme, notamment qui a permis d'alimenter le catalogue des mutations, notamment de nombreuses données qui viennent d'Afrique du Sud. On a utilisé cet outil pour la résistance aux médicaments et on a continué également sur cette voie. En même temps, il faut voir cet outil comme un outil de surveillance également, comment appliquer cette technologie pour cela, pour éclairer ce qui se passe actuellement dans notre environnement en matière de transmission de la tuberculose résistante aux médicaments. On voit notamment les cas précis de transmission dans certaines régions, en Afrique du Sud notamment. Ça nous donne beaucoup plus d'informations que la seule résistance aux médicaments, mais les dynamiques en matière de transmission également au sein de notre environnement. Quelque chose qui était très important pour le pays à l'époque, lorsqu'il y a un nouveau médicament, donc après 40 ans, donc on devait voir comment gérer la mise en œuvre, eh bien c'est devenu partie prenante du cadre politique de lancer la surveillance pour de nouveaux médicaments inclus dans nos programmes. Et c'était essentiel à l'époque parce qu'il n'y avait pas de diagnostic recommandé disponible, donc il fallait commencer à regarder ces éléments microbiologiques de base en essayant d'utiliser le travail de séquençage pour essayer de comprendre les différents types de résistance.
On a publié le premier rapport de surveillance qui a eu lieu entre 2015 et 2019. C'était après l'application du cadre politique. On a constaté qu'il y avait au moins 3,8% des personnes avec les nouveaux médicaments qui avaient déjà une résistance au seuil de référence. Et en général, donc, on a pu avoir ces éléments. Et on voyait également que la plupart des résistances aux médicaments identifiés, c'était lié à l'acquisition plutôt qu'à la transmission. On a pu voir les types génomiques associés à la résistance, également notamment un gène qui a été isolé, qui est la base de la résistance dans notre pays. Nous avons pu travailler en matière de surveillance, résistance, application notamment au séquençage de nouvelle génération pour la détection de la résistance et la surveillance. Et ensuite, on s'intéressait notamment à l'application du SNG pour renforcer la surveillance de la tuberculose résistante aux médicaments en Afrique du Sud, pour voir comment on peut utiliser ceci comme un système de surveillance continue pour définir différents profils, en s'intéressant notamment à la détection précoce et pour étudier les dynamiques de transmission, comment ça se transmet au sein des communautés, et pour faire une évaluation longitudinale également par rapport à l'utilisation, notamment pour améliorer de ce séquençage, pour améliorer notamment la détection précoce. Donc, c'est des activités basées sur vraiment de la recherche, mais on a commencé à aller plus loin dans l'analyse des données. Au fil des ans, on a pu ressortir des éléments intéressants. Pour vous donner un peu de contexte, au début, on s'est concentré sur la tuberculose résistante aux médicaments parce que les études étaient coûteuses, donc on devait se concentrer sur ce qui pouvait être fait. Et c'est ensuite plus tard que on a utilisé les médicaments de macoline notamment pour tous les patients. Il était important de les inclure. On a pu avoir un financement pour ce faire. On s'est concentré sur 2 districts tout d'abord. Il y avait un quartier de Johannesburg et un quartier de Cape Town. En regardant les données, on a vu une augmentation de la résistance au sein de l'environnement. Il faut être prudent dans l'interprétation de la croissance parce qu'au début, on se concentrait d'abord sur la tuberculose résistante aux médicaments. Ensuite, on a élargi cela à tous les types. Et on a vu une augmentation régulière. Et c'était source de préoccupation. Ensuite, quand on a fait l'analyse génétique notamment, on a pu voir des types précis qui étaient responsables de la transmission de l'environnement, notamment dans le district 1. Et ensuite, heureusement, la qualité du son d'intervenant est très mauvaise. Donc les interprètes font ce qu'ils peuvent dans la mesure des possibilités qui leur offrent la qualité du son. Donc nous avons également travaillé sur un examen au niveau national avec une étude transversale et nous avons fait une analyse en profondeur pour voir la situation dans 3 provinces.
Donc on a commencé que la surveillance en 2021 en Afrique du Sud et les tests de routine pour la bédaquiline pour tous les patients en 2023. Donc on a vu une augmentation dans le nombre de tests réalisés dans le pays. On aurait pu espérer une diminution dans les niveaux de résistance, mais en fait c'est resté stable et même une légère augmentation, et c'était une source de préoccupation. À la fin d'analyse, on avait un taux de résistance de près de 6,5%. Dans la précédente analyse, c'était 3,8%, donc c'est presque doublé. Donc c'était pourquoi il était important d'évoluer vers quelque chose de polypharmacorésistant notamment. Malheureusement, la qualité du son d'intervenant est vraiment mauvaise, donc les interprètes font ce qu'ils peuvent, mais ne sont pas de bonnes conditions. Position anymore now, it's transmission. So there was seeding in communities and drug-resistant bedaquiline was being spread. And this aligns very closely to what we were seeing in terms of the signals from our genomic analysis. This then sparked a national plan to address bedaquiline, emerging bedaquiline. Donc on a essayé de traiter la question de la résistance à bédaquiline. Et pour traiter ce problème de cette résistance, nous avons travaillé sur le séquençage pour la résistance face à la bédaquiline. Il nous a fallu près de 56 jours pour avoir les résultats, notamment au niveau du service de routine clinique pour la bédaquiline. Et maintenant, avec le SNG, on peut avoir les résultats entre 5 et 10 jours. Et ça permettait donc de mieux gérer les patients. Et ça nous permettait de faire l'acquisition plus rapidement également de nouveaux médicaments adaptés. Ici, j'en ai déjà un peu parlé de la vision en matière de pays, c'est de prendre les données des laboratoires de surveillance notamment, des registres, des géospatiales notamment, et enfin fusionner tous les ensembles de données dans un registre commun de données pour voir la charge de la maladie notamment, quels sont les modèles de résistance notamment, et pour voir les émergences de tuberculose résistante aux médicaments notamment. Et on fait une modélisation pour voir ce qui peut advenir en fonction du type d'intervention qu'on privilégie dans le pays. Donc pour l'heure, on essaye d'intégrer les données de surveillance des laboratoires notamment. Donc, ces données de séquençage du génome seront un outil essentiel pour nous donner des informations plus précises par rapport au rythme de transmission, notamment entre les individus au sein du pays. Autre résultat de ce travail, c'est l'intégration, donc et le développement du catalogue de mutations. Mais c'est un outil qui dépendra du nombre d'informations que nous connaissons par rapport aux mutations associées. C'est ce qui permet d'avoir une vision précise de la situation qui prévaut dans les pays. Autre résultat de nos activités de séquençage, c'était de pouvoir offrir des données pour soutenir la formulation de recommandations pour l'OMS pour le séquençage de nouvelle génération. Donc l'utilisation du SNG a montré vraiment beaucoup de valeur pour la surveillance de la tuberculose résistante aux médicaments. Ça a permis de déclencher notamment une détection précoce de la résistance émergente, par exemple à la bédaquiline, médicament essentiel.
dans le traitement de cette tuberculose résistante aux médicaments. Et ça a permis également de mettre en lumière le rôle essentiel de la SNG, notamment pour contrôler l'évolution des souches de tuberculose résistante aux médicaments. Nous avons pu intégrer les activités de surveillance, notamment pour améliorer le suivi des tendances en matière d'évolution de la maladie, essentiel pour atténuer l'impact, notamment de la tuberculose résistante aux médicaments, et pour empêcher une plus ample contamination au-delà des communautés affectées. Nous avons également envisagé d'évaluer l'utilisation optimale de la SNG, notamment pour la surveillance nationale de routine, en faisant une modélisation de l'approche de surveillance pour voir ce qui fonctionne le mieux. En Afrique, il y a près de 200 000 cas, donc c'était intéressant de l'appliquer ici. Et la tuberculose résistante aux médicaments, c'est une fraction de peut-être 5% de la tuberculose dans le pays. Donc il fallait regarder les nouvelles stratégies, notamment la stratégie de surveillance sentinelle. Donc merci de m'avoir donné l'occasion de partager l'expérience de mon pays avec cette technologie. Merci. Thank you, Shahid, and thanks to all of our Merci Shahid, merci à tous nos orateurs et oratrices du jour. On a vraiment eu un tour d'horizon de la situation et de ce qui a trait en particulier donc la génomique des agents pathogènes avec des éléments bien clairs qui nous ont été transmis. Donc nous remercions vraiment tous nos intervenants. Il y a déjà eu quelques questions posées dans le chat. Je vais céder la parole à Greg Armstrong pour voir s'il y a des questions auxquelles répondre. La qualité du son là, c'est toujours inférieur à ce qui est nécessaire pour l'interprétation. Oui. Alors, il nous reste très peu de temps, mais juste une brève question. Pour Patricia, je pense que tous les intervenants ont indiqué que actuellement le séquençage de nouvelle génération ciblée, TNGS, est assez précis, assez rapide. Pour que ce soit utile sur le plan clinique, je crois que ce qu'il manque encore, c'est d'avoir une diminution de la complexité. Je crois que c'est peut-être le cas, parfois. Et les coûts aussi doivent diminuer. Donc ma question, en fait, je pensais, d'après vous, qu'est-ce qu'il va falloir pour que ces technologies soient utiles pour remplacer, en fait, les tests de pharmacosensibilité basés sur les cultures? Shahid. Oui, nous avons déjà réalisé des exercices par rapport aux coûts dans les pays. L'un des éléments essentiels c'est que l'on exclut toujours, c'est la consommation énergétique. Et l'énergie, en fait, l'électricité, ça devient vraiment quelque chose d'important. Ce que l'on a découvert, c'est que le SNG ciblé devrait être moins cher que ce qui était utilisé précédemment avec une approche, si on a une approche holistique en regardant donc aussi les coûts de l'énergie et de tout ce qui est nécessaire. Mise en garde. Néanmoins, pour qu'on mène une surveillance, il nous faudra peut-être plus que du SNG ciblé. Il va peut-être nous falloir du séquençage du génome entier. Là, les coûts peuvent être accrus. Mais bon, généralement, on pourrait dire que c'est comparable. On a l'habitude d'accepter les coûts de ce qu'il y avait précédemment. Et là, l'utilisation en fait de la modélisation, incluant les coûts de l'énergie, pourrait nous permettre de prôner en fait ce SNG ciblé. On l'a vu avec 300 patients environ. Il y a vraiment un avantage en termes de coûts, mais aussi sur une perspective clinique. La gestion des patients est bien plus aisée. Et on va voir donc avec l'utilité de ce système pour le suivi des patients. Merci. Alors, je pense qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je cède la parole à Joséphina. Merci, Craig. Merci à tous et toutes de vos excellentes interventions. Ce webinaire était incroyable. On a vraiment entendu prôner comment utiliser ces séquençages du génome entier. Je remercie
Patricia qui travaille sur ce sujet. Passons au troisième catalogue à partir de l'année prochaine. Élément à mettre en exergue, l'importance de l'interprétation des données, en particulier lorsque les technologies évoluent si rapidement. Avoir une procédure complète de bout en bout avec un rapport complet pour l'interprétation, voilà ce qui me semble être essentiel. Pour des prochaines étapes qui ont été mises en exergue, comment interpréter cela en conjonction avec d'autres maladies, l'importance des coûts et de leur évolution au fil du temps. Merci à Anita et à Find. La corrélation que vous avez indiquée était importante. Le fait d'être adaptable, de pouvoir changer d'échelle et d'être plus rapide, c'est essentiel, je crois, en particulier pour l'utilisation clinique, mais également pour la surveillance à l'avenir. Comment passer des orientations à la mise en œuvre? On a entendu un excellent exposé de la part de l'Afrique du Sud pour nous montrer comment est-ce que on pouvait traduire ces idées sur le terrain, en fait, les concrétiser et voir également comment cela nous aide à comprendre les dynamiques. Merci donc à tous les intervenants qui nous ont montré à quel point est-ce que la génomique était utile pour lutter contre la tuberculose. Over to you, Tim, to Tim, j'en ai terminé, si vous souhaitez conclure. Okay, thanks everyone. Thanks again at all of the speakers. Merci à tous et à toutes. Merci à nos intervenants. Ce n'est pas moi en fait qui vais conclure, c'est Lester. Merci beaucoup, Tim. Merci à Josefina et l'ensemble des intervenants et intervenantes. Cette discussion a vraiment été excellente. Nous sommes à la fin du temps alloué. Merci beaucoup à tous nos intervenants, nos conférenciers et conférencières du jour et nos collègues qui ont travaillé sur ce sujet. Merci à toute l'équipe EpiWin. Alors, le nombre de certificats se sont accrus. Nos webinaires ont été conçus pour fournir des informations actualisées. Nous espérons vraiment que les participants vont participer au prochain webinaire pour mieux comprendre comment ces nouvelles informations peuvent être appliquées dans leur propre contexte. Généralement, nous fournissions des certificats après qu'un formulaire ait été rempli. Nous avons eu des retards au cours des derniers mois. Nous allons voir comment nous pouvons améliorer la situation. Néanmoins, merci à tous et à toutes de l'équipe qui a soutenu la préparation de ce webinaire, y compris nos collègues de l'OMS, de la plateforme Find, l'équipe spéciale pour l'Afrique du Sud et Science for Africa Foundation, la Task Force for Global Health. Merci à tous et toutes de votre participation active aussi dans la partie questions-réponses. L'enregistrement, vous pourrez le consulter sur la page web EpiWin et également les diapositives qui seront publiées dans de brefs délais. Si vous souhaitez obtenir des renseignements actualisés sur les prochains webinaires EpiWin, les enregistrements, merci de vous inscrire à notre mailing list. Et vous pouvez trouver ces coordonnées sur la boîte de dialogue. Nous espérons que vous serez avec nous pour le prochain webinaire. Mercredi prochain, le 9 juillet à 13 h, avec un sujet passionnant, la gestion de la chaleur, renforcement de l'état de préparation dans la santé publique pour les rassemblements importants dans un monde qui se réchauffe. Nous attendons avec intérêt de vous voir pour ce prochain webinaire. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous la prochaine fois.